Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cette série spéciale dédiée au sujet épineux du prix des billets de train. Nous allons tenter de comprendre les rouages complexes de la tarification ferroviaire. Que finance le prix des billets? Pourquoi sont-ils parfois plus élevés que pour d'autres modes de transport comme l'avion? Le transport ferroviaire est-il réellement un service public? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous avons voulu donner la parole à plusieurs experts du rail français, dont les points de vue et intérêts divergent, afin de vous permettre de vous faire votre propre avis sur le sujet. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser vos écouteurs pour profiter de ce podcast. L'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour François. Bonjour Tolt. Merci de venir nous voir pour ce dernier épisode de cette mini-série dédiée au sujet épineux du prix du train. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Oh, j'imagine qu'il y en a plein qui ne connaissent pas. François Durovray, donc je suis président du département de l'Essonne, qui est un petit département dans le sud de l'Île-de-France, d'1,3 million habitants. Et si tu m'invites aujourd'hui, je pense que c'est parce que je m'occupe des questions de mobilité depuis une vingtaine d'années. J'étais administrateur à IDFM, Île-de-France Mobilité. Je suis membre de la Société des grands projets qui construit les 200 km de métro supplémentaires en Île-de-France. Je suis membre du GART, le groupement des autorités responsables de transport, qui organise tous les réseaux à travers le pays. Et puis j'ai été ministre des Transports peu de temps dans le gouvernement Barnier pendant 3 mois. Et peut-être nous préciser un peu ton parcours, savoir quelles sont tes affinités politiques, etc. Je me définis comme gaulliste social. Alors je suis chez les Républicains, mais je dois t'avouer que je suis un peu moins investi dans la vie du parti, parce que malheureusement, alors que les partis sont essentiels pour notre vie démocratique, je trouve que parfois ils tournent un peu à vide. Dernière question avant d'attaquer le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport au train? Est-ce qu'on peut dire que tu es accro au train? Accro, je crois pas. Et c'est marrant parce qu'il y a sans doute une histoire familiale. C'est ce que ma compagne me demande toujours en me disant, dans la famille, vous avez un truc avec les trains? Parce que mon frère aîné a voulu être cheminot. Il n'a pas pu parce qu'il n'avait pas fait son service. À l'époque, c'était obligatoire. Et ça l'a poursuivi un petit peu par la suite parce qu'il a créé, alors j'étais adolescent, il a créé l'Autorail, qui était un train touristique dans le Lot, qui partait de Cahors, qui faisait Saint-Cyr-la-Popie, Rocamadour, etc. Ah, c'est beau, et ça. je me souviens, c'était magnifique, et je me souviens, gamin, que j'allais l'accompagner au printemps pour nettoyer le bord des voies, déblayer, pour que l'Autorail puisse fonctionner après pour les touristes. Sincèrement, j'imagine qu'il y a un lien. Il y avait évidemment, chez mes parents, il y avait les trains miniatures et on s'amusait avec ça. Globalement, c'est surtout la politique qui m'a intéressé. Et il y a 25 ans maintenant, lorsque j'ai commencé à devenir élu sur un territoire, donc dans l'Essonne, à Montgeron, qui est desservi par le RERD, c'est un secteur qui est assez compliqué en termes de mobilité. Et souvent, mes concitoyens me parlaient des problèmes qu'ils avaient à se déplacer en voiture ou en train. Et du coup, je me suis intéressé à ces questions-là. Alors peut-être que ça fait écho à ce que j'ai connu gamin, mais en tout cas je pense que l'engagement sur la question des mobilités dépend surtout de mon rapport au territoire. Et évidemment, moi je suis un amoureux de la France. Alors quand on est un amoureux de la France, de ses paysages, de son architecture, de sa gastronomie, le train est tellement lié à la fois à l'histoire de notre pays, mais à sa géographie, que oui, j'aime le train. Alors, après, est-ce que je suis fériopathe? Peut-être pas. Il y a un truc que j'aurais voulu faire. J'ai pas pu le faire lorsque j'ai eu 18 ans en 1989, l'année de la chute du mur de Berlin. J'avais proposé à mes copains à l'époque d'aller faire le tour d'Europe avec la carte Interrail. Et c'est con, ils ont préféré aller faire un camping dans le sud de la France. Du coup, j'ai pas fait. Et j'ai ce regret de ne pas avoir découvert l'Europe par le train. Et j'ai découvert récemment que la carte Interrail, elle fonctionne désormais quel que soit l'âge. Et je me suis dit que le jour où je terminerai mon activité professionnelle, la première chose que je ferais, c'est de prendre ma carte Interrail et de partir 2 ou 3 mois faire le tour de l'Europe. Ça, je te confirme qu'il n'y a pas d'âge pour faire un voyage en train à travers l'Europe. Et effectivement, la carte, elle est accessible à tous les âges et même pour les plus de 65 ans. Alors, tu fais peut-être pas encore partie de cette catégorie. Non, merci. Mais pour les plus de 65 ans, c'est un peu moins cher. Donc, et la carte Interrail, elle n'est pas très chère d'ailleurs. Et c'est vrai que pour les moins de 28 et pour les plus de 65 ans, ça peut être un bon moyen de faire des économies. Et honnêtement, nous, on a pas mal de gens justement un peu plus âgés, alors pas forcément 65 ans, mais de 50, 60 ans, etc., qui nous racontent leur voyage en train et ils apprécient énormément. Moi, j'aimerais bien avoir des parcours d'ailleurs, il faut que je commence à préparer. Ah bah ça, il faut aller sur Why.voyage. Il y en a des tas.
Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet parce que là, on est quand même sur un épisode quand même assez technique. Donc, comme tu le sais, la France ouvre progressivement son réseau ferroviaire à la concurrence, avec notamment l'arrivée de Trenitalia sur la ligne Paris-Lyon-Milan ou encore de Renfe dans le sud de la France. Quel est ton avis sur le sujet ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? J'ai dit tout à l'heure, tu m'as posé la question de mon orientation politique. Donc, je suis plutôt de droite, mais je ne suis pas un grand libéral. Et philosophiquement, je ne suis pas un fanat de la concurrence. Particulièrement sur les questions de réseau. Le train utilise un réseau parce que justement, l'usage de ce réseau est déterminant à la fois dans le prix final. On sait que le rail coûte cher dans le prix du billet de train. C'est une part importante. Et donc, la concurrence se fait sur le service et c'est plus limité. Et d'autre part, on va le voir de plus en plus avec la concurrence. Je pense que ça va poser des difficultés de correspondance, mais également lorsqu'il y a des difficultés de service. Un train SNCF qui tombe en panne, qu'est-ce qui se passe pour le train derrière d'une compagnie concurrente, pour l'indemnisation des clients, etc. Je pense que ça va occasionner des problèmes. Après, la concurrence, elle est fixée, c'est la règle. Et moi, mon boulot en tant qu'élu, c'est de faire en sorte qu'elle soit le plus avantageuse pour les clients et qu'elle permette de développer le train dans notre pays. Justement, dans une interview que tu avais donnée à Ville Rail Transport au moment où tu étais ministre, a priori, tu affirmais « Je dis à la SNCF, vous ne pouvez pas continuer à présenter SNCF Connect comme une agence de voyage et fermer la possibilité d'y acheter des billets d'autres opérateurs comme Trenitalia, par exemple. Ce serait effectivement dans l'intérêt des usagers de faciliter la compréhension des différentes offres ferroviaires. Mais est-ce que tu n'as pas peur que ça fragilise trop SNCF Voyageurs qui, contrairement à ses concurrents, doit déjà reverser une partie de ses bénéfices au fonds de concours pour financer le réseau, mais également assurer des dessertes non rentables ? D'abord, SNCF, c'est une entreprise 100% publique qui, effectivement, historiquement, assure des dessertes d'aménagement du territoire qui ne sont pas forcément rentables d'un point de vue économique. Et donc, en tant que ministre, j'ai posé cette question-là en disant, mais on ne peut pas demander dans un monde où il y a la concurrence, on ne peut pas demander à la SNCF d'avoir des obligations que les autres n'ont pas. Et donc, il faut qu'on fixe des règles du jeu, ça je crois que c'est le rôle de l'État, pour que l'ensemble des opérateurs assurent des dessertes d'aménagement du territoire. Ou sinon, qu'on considère qu'on paye la SNCF pour ce qui est moins commercial. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qui paye, le contribuable. Je pense que le système, on peut le réformer, et donc c'est un des chantiers que j'ai lancé, et j'espère que le sujet va pouvoir sortir, c'est de se dire que tous les opérateurs, quels qu'ils soient, assurent des desserts d'aménagement du territoire. On peut le faire de plusieurs façons, soit en créant, comme en Espagne, des lots. C'est-à-dire, on dit, si vous voulez exploiter Paris-Lyon, de temps en temps, il faut que vous arrêtiez au Creusot. Ou lorsque vous exploitez, vous allez à Rennes, de temps en temps, vous allez jusqu'à Brest. Soit moduler par le tarif des péages, parce que tu sais qu'il y a des tarifs de péage qui parfois sont élevés sur certaines liaisons, et du coup, arriver à des péages qui soient très très faibles sur certaines destinations pour que ça devienne rentable économiquement. Ça, c'est la première réponse à la première partie de la question. L'autre partie de la question que tu as posée, tu as dit, mais SNCF reverse des dividendes pour financer le réseau ferroviaire. Alors, encore une fois, c'est une entreprise qui est 100% publique, qui fait des bénéfices, et donc c'est pas anormal que les actionnaires, donc l'État, soient payés. Alors, on pourrait considérer que les bénéfices de la SNCF aillent à l'État, au budget de l'État, et qu'ensuite l'État finance le réseau. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est que c'est SNCF qui finance le réseau directement. Je sais que c'est contesté, et je comprends d'ailleurs que ce soit contesté, notamment par les salariés de l'entreprise. Peut-être que demain, il faudra qu'on ait cette triangulation que j'évoquais tout à l'heure, que ça passe par le budget de l'État avant de revenir sur le réseau. Après, c'est pas déconnant, je trouve, qu'une entreprise 100% publique qui a cette fonction-là participe au financement du système. Mais c'est pas suffisant. Et là, tu as peut-être entendu parler aussi de la conférence sur le financement des mobilités que j'ai lancée lorsque j'étais ministre. Et puis, toute dernière question, c'était la clé d'entrée de ta question d'ailleurs, sur l'agence de voyage. Moi, je pense que c'est un des défis liés à la concurrence. C'est-à-dire que demain, si on fait rien, dans les gares à travers le pays, tu vas avoir le guichet SNCF Connect, et puis à côté le guichet Trenitalia, à côté le guichet Renfe, à côté le guichet Zoo, à côté le guichet tous les TER de toutes les régions, et ça va devenir indémerdable pour l'usager. Et donc le chantier que j'ai voulu lancer, j'en ai beaucoup parlé, mais je ne sais pas s'il a été lancé vraiment,
c'est que j'ai dit à tous les opérateurs et aux régions, j'ai dit, il faut qu'on invente un système. Il y a Trendline. En France, il y a SNCF Connect qui trust la quasi-totalité de la vente des billets. Il faut qu'on crée une sorte de kayak du rail, kayak référence au site pour comparer les prix des billets d'avion. Oui, pas au bateau. Voilà, le bateau, c'est pas un bateau, là, kayak. Enfin, c'est un bateau sans moteur, en tout cas. Pas la petite barque. Voilà. Mais qu'on invente une sorte de kayak du rail pour que l'usager, le client, puisse avoir accès à toutes les liaisons ferroviaires, tous les prix, tous les horaires, de façon très neutre, sans se préoccuper de savoir qui assure la desserte. Et alors justement, est-ce que la solution pour ça, ce serait pas d'avoir au même titre que pour la gestion du réseau, une entité qui gère la billetterie? Je sais pas, tu vois, j'ai pas réfléchi à ça. J'ai posé le problème et j'ai dit à tous les aux régions et à tous les opérateurs ferroviaires, j'aurais dit là on a un sujet, il faut qu'on simplifie. Après, est-ce qu'au final c'est un opérateur unique? Est-ce que SNCF Connect devient neutre et rendant la concurrence et offre... Moi je pense que d'ailleurs à un moment ou à un autre, SNCF Connect vendra des billets Trenitalia. Ils freinent un peu des deux fers pour l'instant, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais je pense qu'à un moment, ça sera... soit la loi l'obligera, soit ils y auront un intérêt. Ça va forcément bouger. Soit économiquement, ce sera plus viable de pas les proposer. Mais en revanche, ce que ça pose, c'est parce que la concurrence, ça fait longtemps qu'on en parle. On se rend compte que tout le monde s'y est pas mis. Enfin, tout le monde n'a pas vu toutes les conséquences de la concurrence. Et maintenant, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles pour que ce soit le plus fluide possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ne savent même pas qu'il y a d'autres opérateurs sur certaines lignes. Il y a plein de Français, par exemple, qui ne font pas leurs recherches pour un Lyon-Barcelone ou pour un Marseille-Barcelone qui vont regarder sur SNCF Connect. Déjà, il faut savoir que Renfe fait Lyon-Barcelone, que Trenitalia fait Paris-Milan ou Paris-Marseille bientôt. C'est compliqué. Enfin, faut s'intéresser vraiment au sujet pour savoir qu'il y a d'autres opérateurs. Je pense que pour le téléphone, c'était plus simple. Mais pour la fourniture d'énergie, au final, EDF a toujours une position dominante, mais il y a d'autres acteurs alternatifs qui sont arrivés et qui aujourd'hui ont une clientèle. Et alors, j'aimerais qu'on parle justement des péages ferroviaires que tu as mentionnés. Dans l'épisode précédent, on a reçu Marco Capucciotti, désolé pour la prononciation, mais donc, qui est le président de Trenitalia France, et Fabrice Toledano, qui est directeur marketing et commercial. Ouais. On a notamment pu aborder l'exemple de l'Italie, où les péages ferroviaires sont beaucoup moins chers, très différent, grâce à un engagement financier de l'État italien il y a quelques années, qui a permis de faire baisser le montant de ses redevances. Et aujourd'hui, en fait, grâce à cette décision, on est revenu à un équilibre où tout le monde trouve son compte. Les usagers italiens peuvent profiter de tarifs bien plus abordables. Il y a beaucoup plus de dessertes aussi. Les compagnies sont rentables et le gestionnaire de réseau peut financer son activité de maintenance grâce aux péages. Pourquoi on ne pourrait pas suivre cet exemple en France ? Je pense que c'est une vraie question. D'abord, si tu permets, ce que tu dis des péages est vrai pour ce qu'on appelle les services librement organisés. Pour les services régionaux, enfin le RER, les métros en Ile-de-France et les TER en province, les péages d'abord sont moins chers et ensuite le service est très subventionné par la collectivité publique. Donc on a des billets en France sur ces services du quotidien qui sont moins chers que dans la plupart des pays européens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me met hors de moi lorsque je vois dans certains journaux, il y a un économiste en particulier qui dit la SNCF coûte 22 milliards d'euros aux contribuables. Dans ces 22 milliards, il compte les 7 milliards que versent les régions pour subventionner le transport. Mais c'est un choix politique. Que ce soit la SNCF ou Transdev ou n'importe quel opérateur, ça coûte le même prix. Et c'est la collectivité qui fait le choix de subventionner pour que ça coûte moins cher au final à l'usager. Mais ça, c'est pas tout à fait ta question. Ta question, ça porte sur les trajets longue distance qui sont, comme on le dit, librement organisés, c'est-à-dire ouverts à la concurrence. Et c'est vrai qu'en France, on a un système atypique où les péages peuvent coûter très cher, jusqu'à 40% du prix du billet sur Paris-Lyon. C'est pas vrai sur tous les réseaux, c'est pas vrai notamment sur les intercités. C'est plus cher sur les TGV, les grandes lignes que sur le réseau classique. Parce que ça nécessite aussi un coût de maintenance qui est plus élevé. Oui, bien sûr. Et puis c'est plus cher sur Paris-Lyon parce que c'est très rentable que sur d'autres lignes LGV. Quand j'ai lancé la conférence sur le financement des mobilités, j'ai dit qu'il fallait qu'on aborde tous les sujets sans tabou. Et je pense que cette question-là, elle est fondamentale. C'est un vrai choix de société. Dans notre pays, la route, elle est principalement gratuite. Elle est payée par le contribuable.
que ce soit le contribuable communal pour les routes communales, le contribuable départemental pour les routes départementales ou le contribuable national pour les routes nationales. Les seules routes qu'on paye au travers d'un péage, ce sont les autoroutes qui sont concédées. C'est 10 000 km de réseau sur plus d'1 100 000 km de route. Alors 10 000 km de réseau qui sont très importants parce que ça fait 20% des kilomètres parcourus dans notre pays. Mais ça veut dire que 80% des kilomètres parcourus sont gratuits. En France, sur le réseau ferroviaire, on a fait le choix d'une participation par l'usager ou le client qui est assez élevée. C'est indispensable aujourd'hui que SNCF Réseau ait des ressources suffisantes pour entretenir le réseau ferroviaire. Et aujourd'hui, il manque de l'argent. Il manque 1,5 milliard sans doute par an pour rattraper le retard et remettre à niveau, qu'on ait un réseau très performant. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de dire on met plus d'argent sur ce réseau, 1,5 milliard par an en plus, parce qu'il faut qu'on ait un réseau qui fonctionne, sinon il y a des lignes qui vont fermer. Est-ce qu'on considère que les péages sont trop élevés et qu'il faut baisser le prix de ces péages pour rendre le réseau plus accessible aux opérateurs et au final à ceux qui empruntent le réseau? Est-ce que c'est un mix des deux? Est-ce que c'est les deux à la fois? Mais ça veut dire que dans ce cas-là, les péages de mémoire sur le réseau ouvert à la concurrence, les péages, ça doit être de l'ordre de 4 à 5 milliards. De mémoire, au total, ça doit être autour de 5 milliards. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ce que je sais, c'est que Île-de-France Mobilité verse quasiment 1 milliard pour les péages de tous les trains en Île-de-France. Les autres régions françaises versent quasiment 1 milliard aussi, 850-900 millions d'euros. Et il me semble que pour ce qui est ouvert à la concurrence, c'est de l'ordre de 4 à 5 milliards. Donc, c'est 4 à 5 milliards qui servent pour financer SNCF Réseau et donc les travaux. Donc, on ne peut pas s'asseoir dessus. Mais est-ce que c'est l'usager ou est-ce que c'est le contribuable qui paye? Mais justement, en Italie, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont abaissé ces péages. Et comme ils ne voulaient pas qu'il y ait une perte de revenus, l'État a mis la main à la poche dans un premier temps. Et ça, est-ce que c'est juste une question de non, on n'a pas les moyens? Est-ce que c'est une question matérielle? Parce qu'en fait, on aura beau abaisser le prix des péages, vu qu'on manque de matériel, il n'y aura pas forcément plus d'offres et donc plus de revenus. Alors ça, c'est temporaire. Ouais. C'est temporaire. Et on peut penser également qu'il y a de la capacité sur les voies ferrées en France. À quelques exceptions près, on sait que le réseau est est proche de la saturation, notamment sur Paris-Lyon. C'est pour ça qu'il y a eu des travaux importants pour permettre le passage de 12 à 16 trains par heure grâce à ce qu'on appelle le RTMS, un système de signalisation. Donc ça va être une réalité dans 1 an et demi, 2 ans. En dehors de Paris-Lyon, si on décidait de mettre 2 fois plus de trains, on pourrait le faire sur la quasi-totalité du réseau. Donc on pourrait se dire, on divise par 2 le prix du péage, les prix du billet va baisser, et du coup il va y avoir plus de gens intéressés par le train, et du coup on va avoir plus de recettes. On n'aura pas forcément les mêmes recettes en divisant par 2 le prix du billet, le prix du péage, parce qu'on n'aura pas forcément 2 fois plus de trains. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet. Moi, parce que tu m'as pas posé la question de mon opinion sur le sujet, j'ai essayé de présenter les choses de façon neutre. Je pense que la priorité aujourd'hui pour notre pays, c'est de développer l'offre. Donc, pour développer l'offre, il faut plus de trains. C'est plus important encore que la question du prix payé par le client ou l'usager. On se rend compte aujourd'hui, alors c'est plus vrai sur les réseaux du quotidien que sur les trajets longs, mais la question du prix, que ce soit le pass Navigo ou le tarif d'abonnement d'un client, est un critère qui est beaucoup moins important que la qualité du service, la fréquence, etc. Donc je pense qu'on a un vrai sujet là-dessus et que c'est la priorité. Après, moi je trouverais assez intéressant qu'on regarde ce que ça donne de baisser les péages et qu'on voit comment on finance le reste. Il y a des recettes, par ailleurs. C'est ça, je suis désolé, ça rentre dans des sujets assez techniques, mais aujourd'hui, les déplacements dans notre pays génèrent beaucoup de recettes sur le budget de l'État ou sur le budget des opérateurs. Et si on veut changer de modèle, il faut qu'on accepte de répartir les recettes différemment. Et qu'on se dise qu'il y a besoin d'1,5 milliard de plus pour rénover le réseau et qu'on met encore 1 milliard ou 2 milliards pour baisser le prix des péages et changer la donne entre la route et le ferroviaire, je pense qu'on en a les moyens. Toi, tu penses que ce serait possible de trouver ces recettes? Enfin, c'est ce budget en tout cas complémentaire. Ce sont des choix. Et tu as des pistes justement de
de choix qu'on pourrait faire pour retrouver cet argent? Ouais, il y en a deux. Moi, j'ai souhaité qu'on engage dans la conférence. Il y a un sujet qui est peu connu de nos concitoyens, c'est l'ETS, c'est-à-dire les nouveaux quotas carbone au niveau européen qui doivent être mis en place en 2027. C'est 8 milliards d'euros qui sont prélevés sur les énergies carbone. Donc si on n'a pas envie que ce soit à nouveau les gilets jaunes, il va falloir retourner la plupart de cette recette à ceux qui sont impactés par la hausse des taxes, pour des raisons sociales. Évidemment, quand on a un faible revenu, c'est compliqué de payer des taxes en plus. Ou pour des raisons géographiques, lorsqu'on vit en zone rurale et qu'on n'a pas d'autre choix que la voiture et qu'on est obligé de la prendre, il ne faut pas que les gens soient impactés. Donc il faut qu'on retourne beaucoup de cette taxe à ceux qui sont impactés. En revanche, on peut se dire qu'on garde une partie de cette recette pour prélever sur les gens qui soit ont les moyens, soit sont très peu impactés parce qu'ils vivent en ville et qu'ils ont la chance d'avoir un réseau de transport en commun, par exemple. Et donc qu'on se dise qu'il y a une partie de cette recette qui sert à financer la mobilité, notamment le réseau ferroviaire, ça peut être une piste. L'autre piste, c'est la fin des concessions autoroutières. La fin des concessions autoroutières, qui va arriver entre 2031 et 2036, ouvre une fenêtre d'opportunité. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on renégocie des nouveaux contrats, mais des contrats qui seront différents, parce qu'il faudra investir moins à l'avenir sur le réseau autoroutier que lorsqu'on a fallu construire les autoroutes. Il va falloir quand même investir, notamment pour faire face au changement climatique. Mais je pense qu'on peut dégager une partie des recettes de péage. C'est 12,5 milliards aujourd'hui. Vinci, ça doit représenter une grosse moitié. Après, c'est Eiffage et Albertis, qui est un Espagnol qui gère le réseau SANEF, enfin, le nord et l'est de la France. Mais sur les 12,5 milliards, les sociétés concessionnaires d'autoroutes reversent 5 milliards à l'État déjà. Donc moi, je ne veux pas qu'on dise les méchants concessionnaires autoroutiers qui s'en foutent plein les poches, etc. Il y a un système qui a été plutôt généreux, pas exorbitant, ils gagnent bien leur vie. Voilà, oui, voilà. Non, mais, je ne vais pas pleurer pour eux. Non, mais voilà, ils gagnent bien leur vie, mais ils respectent un contrat, et c'est peut-être l'État qui a mal négocié le contrat à l'époque. Donc si on fixe des nouvelles règles du jeu, que l'État contrôle un peu plus, je pense que ces sociétés peuvent continuer à vivre et que soit on décide de baisser le prix du péage et donc de faire un bénéfice pour les automobilistes, soit on se dit que les gens continuent à payer le péage de la même façon et qu'on redistribue l'argent différemment, ce qui, à mon sens, a plus d'intérêt. Et on pourrait utiliser cet argent pour financer des modes de transport moins carbonés. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des bonnes pistes. Ouais. Et alors justement, pour parler un peu de carbone, j'aimerais qu'on parle un peu d'aérien. Au cours de l'audition de la Commission du développement durable du 22 octobre 2024, tu as déclaré « Je crois à la décarbonation du transport aérien ». Et sauf erreur de ma part, tu sembles surtout compter sur le développement des carburants durables. Je crois que c'est ce que j'ai compris en tout cas de l'audition. Pourtant, de nombreux spécialistes comme Aurélien Bigot, qu'on a reçu dans ce podcast, affirment qu'on aura énormément de mal à passer à l'échelle. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir à quand même modérer le trafic en mettant, par exemple, fin aux avantages fiscaux dont bénéficie le secteur avec un kérosène qui n'est pas taxé, des vols exemptés de TVA lorsque c'est des vols qui vont d'un pays à l'autre en Europe, et une majorité d'aéroports qui sont déficitaires et qui survivent que grâce à des subventions publiques? D'abord, il y a le système économique de l'aérien. Ça t'aura pas échappé, mais l'avion, peut-être plus que n'importe quel autre mode de transport, se moque des frontières. Il faut qu'on fasse gaffe lorsqu'on fixe des règles chez nous à ce que ça ne pose pas des difficultés importantes à nos compagnies par rapport à la concurrence. Parce que si on impose des choses à nos compagnies nationales et que les compagnies étrangères peuvent continuer à venir en France à d'autres conditions, on n'aura rien gagné d'un point de vue écologique. En revanche, on aura beaucoup perdu d'un point de vue économique et sur l'emploi. Tu as raison qu'il n'y a pas de taxes, et notamment de taxes sur le kérosène. Ça, ce n'est pas une affaire nationale, c'est un traité, qui est le traité de Chicago, qui date. Moi, je suis complètement d'accord pour considérer qu'il faudrait revoir les règles de ce traité et que le kérosène soit taxé. Mais il faut passer par la modification de ce traité, parce que ça voudrait dire sinon que seulement certaines compagnies sont taxées et pas d'autres. Et comment tu expliques alors que d'autres pays le font pour leurs vols domestiques? Les États-Unis, le Brésil, le Japon, la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas? Pas la taxe sur le billet, pas sur le kérosène. Sur le kérosène, le traité de Chicago s'applique à n'importe quelle compagnie à travers le monde. Mais en tout état de cause, parce que derrière, moi je suis pas de ceux qui considèrent qu'il faut faire haro sur l'avion et qu'on a un vrai défi. Enfin, tu as vu d'ailleurs, il y a 5 milliards de trajets l'an dernier à travers le monde. Il y a une soif de nos concitoyens, enfin pas uniquement de nos concitoyens, mais des gens à travers le monde de voyage.
Il y a tout ce qui concerne le surtourisme, etc. Évidemment, il faut qu'on y fasse garde. Je trouve que derrière l'idée de l'avion, il y a aussi l'idée de découvrir d'autres cultures et que ça a plutôt tendance à rapprocher les peuples et que ça contribue plutôt à la paix. Donc moi, je ne suis pas avion bashing. En revanche, je ne suis pas du tout choqué avec l'idée de se dire que demain, certaines liaisons qui se font en avion ont plutôt vocation à se faire par le train. Lorsqu'on a dit on arrête Paris-Avignon en avion, moi j'ai trouvé ça plutôt bien, parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire cette liaison aujourd'hui par l'avion, il faut faire par le train. Et on voit d'ailleurs que Paris-Bordeaux, alors il n'y a pas d'interdiction je crois sur Paris-Bordeaux, mais en tout cas la part de marché de l'avion a considérablement diminué et c'est très bien. Je suis convaincu que demain, tout ça sera beaucoup plus naturel, mais que d'un autre côté, l'avion peut présenter un intérêt là où il y a des enjeux d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, les aéroports, tu as raison, ne sont pas rentables. Hein, mais est-ce que demain, Brest-Grenoble ou Brest-Grenoble, partons sur Brest-Grenoble, ça n'existera jamais vraiment en train, ça sera très compliqué ou très coûteux. Est-ce que demain, un avion décarboné ne retrouve pas de la pertinence pour assurer ce genre de liaison? Moi, je pense qu'on va réussir à avoir un avion décarboné. Alors, sur les petits avions jusqu'à... je ne sais pas si le seuil, c'est 19-20 places. Je pense qu'on pourra, et de la courte distance, on pourra avoir de l'électrique. J'ai vu des choses qui se font avec pas mal de startups françaises. Je pense qu'on va y arriver. Dans peut-être les premiers vols commerciaux avant la fin de la décennie. Et peut-être que dans 10-15 ans, ça deviendra quelque chose, je ne vais pas dire de courant, mais de possible en tout cas. Et ça, c'est très bien. Après, sur les vols plus longue distance et plus gros porteurs, c'est vrai que je ne crois pas trop à l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est très compliqué en termes de sécurité, d'approvisionnement, et puis ça prend quand même beaucoup de place. Donc si on met tellement d'hydrogène dans l'avion qu'on ne peut plus transporter de passagers, l'intérêt est moindre. Mais après, il y a de la recherche, Airbus y croit, et il faut évidemment que la recherche se poursuive. Et c'est pour ça que je parlais des carburants durables lors de l'audition du 22 octobre dernier à l'Assemblée nationale, parce que je pense que les carburants durables sont sans doute pour l'aviation la meilleure voie dans un premier temps pour décarboner. Et on a énormément de progrès à faire. Enfin, tu sais que pour l'instant, c'est 2%, qu'on doit passer à 6% d'ici la fin de la décennie, et que c'est évidemment insuffisant, mais que le carburant durable, aujourd'hui, coûte 3 fois le prix du kérosène. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais ministre, j'ai beaucoup insisté pour qu'il y ait un crédit d'impôt. Tu sais qu'il y a eu la taxe sur les billets d'avion qui a été créée, les compagnies aériennes ont gueulé. Mais ça génère 1 milliard d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Donc moi, ce que j'ai souhaité, c'est qu'il y ait un système un peu vertueux où il y ait une partie de cette somme, pas 1 milliard, bien moins, mais une partie de cette somme qui puisse être redonnée sous la forme de crédit d'impôt aux compagnies aériennes qui font plus que prévu par les textes sur le carburant durable. Et est-ce que tu penses que ces améliorations technologiques qui sont indéniables, et nous, de toute façon, notre point de vue, c'est pas qu'il faut arrêter totalement l'avion, c'est juste qu'il faudrait le réduire. Est-ce que tu penses que ces innovations technologiques vont suffire à compenser l'explosion du trafic aujourd'hui? C'est un peu ça le sujet. Je pense que pour, j'allais dire ma génération, mais pour nos générations, le grand défi du siècle, c'est que l'aventure humaine respecte davantage le reste du vivant. Parce que c'est ça le sujet. Depuis 2 siècles, on a eu une amélioration incroyable de nos conditions d'existence, nous les êtres humains, mais on se rend compte que ça s'est fait au mépris du reste du vivant et par l'utilisation d'énergies fossiles qui posent de grandes difficultés. Moi, j'ai le sentiment que si on le souhaite politiquement, on ne peut pas faire avancer un peuple s'il n'y a pas un horizon et un horizon positif. Donc il faut avoir une écriture, un récit qui embarque nos concitoyens. Et j'espère que la technologie va nous permettre de réaliser plein de pas en avant très importants. Donc je me décris plutôt comme technophile. Après, je ne suis pas non plus un technophile béat, c'est-à-dire que je vois, j'écoute, je lis. Alors quand, par exemple, Jean Covici, qui est essonien, c'est une de ses qualités, dit... je pense que les auditeurs ou les téléspectateurs du podcast connaissent Jean Covici. On l'a reçu. Très bien. Il est très pro-nucléaire, mais il fait partie aussi de ces personnes qui disent on n'y arrivera pas uniquement par le nucléaire, parce qu'il y a l'effet rebond, parce que nos sociétés, etc. Donc il va falloir faire des choix, réduire, et notamment ici de la question de l'avion. Quand j'ai échangé avec lui, je me dis il a peut-être raison.
Ce sont des choix qui sont très compliqués à aborder. Et je pense qu'il n'y a pas de honte, lorsqu'on est citoyen, lorsqu'on est élu, de s'ouvrir à ses propres interrogations et de trouver son parcours de vie. Est-ce que demain, alors, j'allais dire, on peut poser la question individuellement et collectivement. Est-ce que demain, nos concitoyens préféreront réduire drastiquement leur consommation de viande pour préserver la capacité de se déplacer, y compris en avion, avec une énergie carbonée, ou est-ce que ça sera l'inverse ? J'en sais strictement rien, et peut-être qu'il y aura plein de chemins différents. Ce qui compte, c'est qu'on réduise de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre de chacun des êtres humains, et particulièrement dans les pays développés, j'allais dire sur le continent européen. On est moins mal placé en Europe que sur d'autres continents. Et donc le juge de paix, c'est ça. Après, est-ce que c'est sur la mobilité ? Est-ce que c'est sur l'alimentation ? Est-ce que c'est sur d'autres ? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie qu'on avance sur tous les sujets. Hein. En tout cas, moi, je peux te partager mon témoignage qui devrait sûrement te parler, puisque tu m'as dit que tu étais un amoureux de la France. J'ai décidé, après avoir beaucoup pris l'avion au début de ma carrière de youtubeur voyage, j'ai décidé d'arrêter l'avion. Et donc aujourd'hui, tous mes voyages, ça se fait en train, en Europe, en France, etc. Et je me sens pas du tout lésé. Et donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire justement sur ces imaginaires. Montrer que oui, on peut faire un voyage de temps en temps, mais ça devient exceptionnel. Mais ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il y ait un imaginaire et qu'on dise par exemple que le train fait partie du voyage et que certes c'est un éloge de la lenteur, mais enfin de la lenteur par rapport à l'avion, mais que de faire 10 ou 12 heures, et d'ailleurs regarde Paris-Berlin. Il est plein. Il est plein, exactement, et ça dure 8 heures. Mais tout simplement, je pense que nos concitoyens, le train, je trouve qu'il y a un confort incomparable avec les autres modes de déplacement, mais il y a une partie de nos concitoyens qui ont considéré que 8 heures pour Paris-Berlin, comparativement à je sais pas combien, 2 heures peut-être en avion, c'était rentable évidemment d'un point de vue écologique, mais d'un point de vue économique, d'un point de vue... Donc ouais, génial. Et moi, quand je t'ai dit au début du podcast, j'ai envie de faire Interrail, c'est que en train, plus que par n'importe quel autre moyen de transport, on regarde les paysages, on échange avec des gens. Moi, j'ai envie de prendre un petit carnet de voyage, d'écrire. Et ça, c'est un beau récit. Mais il faut pas... Est-ce qu'on va y arriver en enchantant le train ou en faisant de l'avion bashing ? Sans doute un peu des deux. Ouais, il y a peut-être un peu des deux. En tout cas, je te rejoins totalement sur le fait qu'on s'est un peu loupé sur, on va dire, notre façon de présenter l'écologie et la sobriété, parce que c'est pas désirable. Et en fait, moi, honnêtement, je trouve que ça a des côtés super désirables. Le fait d'être moins esclave de certaines possessions matérielles, etc. En fait, ça rend beaucoup plus heureux. Mais attends, moi, j'ai pas d'affaires familiales, je pense, avec le train, en dehors de ce que j'ai raconté. En revanche, moi, j'ai un rapport à la terre. J'ai la chance d'avoir habité à côté de chez mes grands-parents et j'allais dans le potager tous les week-ends. Aujourd'hui, j'adore ce retour à la terre, produire mes légumes. C'est génial. Et c'est un rapport qu'on avait perdu, mais qu'on a perdu sur plein de sujets. Regarde les déchets aujourd'hui. On met dans une poubelle, on ne fait pas gaffe. On ne se rend même plus compte du coût et du désastre que c'est d'un point de vue écologique. Je suis persuadé que si on expliquait à nos concitoyens le cycle des déchets, ce que ça coûte, à la fois pour leur porte-monnaie et pour l'environnement, ils seraient prêts à faire davantage gaffe et à réduire considérablement leur production de déchets. Mais il faut trouver le chemin. Et il y a plein de leviers. Enfin, il n'y a pas un bon levier et un mauvais levier. Regarde ce qui se passe aujourd'hui avec la menace de guerre, de guerre économique ou de guerre géopolitique, avec la Russie comme avec les États-Unis. Il y a plein de nos concitoyens qui aujourd'hui disent il faut qu'on se défende, qu'on défende la France sur ces sujets-là. Et le levier, en fait, pour arriver à une solution plus écologique, ça sera peut-être la souveraineté. C'est-à-dire le patriotisme. Si c'est ça le bon levier, utilisons-le. Justement, pour revenir un peu sur les leviers, j'aimerais qu'on parle un peu d'exemplarité de nos élus. Et je vais prendre, pour parler de ça, l'exemple de François Bayrou, donc notre Premier ministre, qui s'est impliqué personnellement dans la relance de la ligne aérienne Pau-Orly, qui avait été suspendue par Transavia à cause d'un niveau de demande insuffisant pour assurer l'équilibre économique et la pérennité de la ligne. Sachant qu'en 2020, lorsqu'il était maire de Pau, il avait déjà accordé une subvention de près de 195 000 € à ASL Airlines, donc une autre compagnie, ce qui lui avait permis de transporter 225 passagers sur 10 allers-retours, soit en moyenne moins de 13 passagers par vol, pour 147 places. Donc, autrement dit, selon la Cour des comptes, une contribution publique de 764 € et 37 centimes par passager transporté. Moi, ça me paraît aberrant, mais qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, deux choses. La première, c'est que pour certaines villes, la liaison aérienne, c'est
je ne vais pas dire la survie économique, mais c'est essentiel à certains acteurs économiques. Tu vois, je discutais avec le président de l'Aveyron, j'ai eu un échange en salon de l'agriculture avec le patron de RAGT. Ils font des semences dans l'Aveyron. Et ils vendent ces semences à travers le monde. Ben, s'il n'y a plus de liaison aérienne entre Rodez et Paris, c'est l'avenir de la boîte qui est en jeu. Tu te souviens peut-être, c'était pas avec l'avion, mais avec le train cette fois-ci, de Legrand, qui fabrique les interrupteurs électriques, etc., qui est à Limoges, et qui disait, si on n'a pas une liaison ferroviaire correcte entre Limoges et Paris, on ne pourra pas rester à Limoges. Je discute avec mon collègue président du Cantal, il a les mêmes problématiques. Donc des fois, on ne se rend pas compte, hein, mais quand on est à Paris, dans les villes, on se dit, voilà, ça ne sert à rien, il n'y a personne, on n'a qu'à arrêter. Ce n'est pas tout à fait vrai. Après, sur la situation de Pau, il se trouve que j'ai eu à la traiter un petit peu lorsque j'étais ministre, c'est vrai que ça peut paraître baroque. Moi, ce que j'ai essayé de faire, et j'espère que ça va être mis en œuvre, c'est déjà d'arrêter la concurrence entre Pau et Tarbes. Parce qu'il y a 2 aéroports qui sont assez proches, avec des liaisons qui sont assurées quotidiennement au départ de ces 2 aéroports pour Paris. Et ce que j'ai proposé, les 2 présidents de région concernés, Aquitaine et Occitanie, ont accepté, c'est que demain, plutôt que d'avoir chacun leur délégation de service public avec les coûts que ça génère, et que tu l'as évoqué d'argent public, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule OSP, c'est la délégation de service public, et que les avions partent alternativement de Pau ou de Tarbes. Sachant que Tarbes, il y a Lourdes, il y a plus de trafic à Tarbes qu'à Pau. Donc j'espère que c'est déjà un moyen de réduire l'empreinte carbone et d'éviter que les avions se déplacent avec si peu de personnes, parce que pour le coup, je partage. Hein. Tu as compris que dans ma réponse, j'ai dit, voilà, il ne faut pas être caricatural, c'est nécessaire sur certains territoires. Pau, on a sans doute atteint les limites de l'exercice. Ah oui, parce qu'il y a une liaison pour Charles de Gaulle quotidienne, oui. Et puis il y a 4 TGV par jour, je crois, plus je un train de nuit. Ouais. Donc ça fait quand même... Enfin, j'ai pas l'impression que les habitants de Pau soient en manque de liaison. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse par rapport à... Et à côté de ça, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de question piège. Non, c'est pas une question piège. Mais c'est vrai que... Bon, je ne me suis pas défilé. Non, tu t'es pas défilé. Mais on aurait bien aimé que tu nous parles de François Bayrou un peu. c'est public. Il a dit qu'il souhaitait cette liaison. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, vu de ma fenêtre, la liaison Pau-Charles de Gaulle fait son office pour cette ville. Et c'est intéressant d'ailleurs, hein, ce que dit François Bayrou, il dit, enfin, je ne veux pas être son interprète, mais il dit Orly est mieux connecté à Paris que Charles de Gaulle, ce qui n'est pas faux. Et là où j'ai une divergence d'appréciation, non pas avec François Bayrou, mais avec les compagnies aériennes, c'est que notamment Air France, c'est qu'ils se sont détournés d'Orly au moment où Orly devenait connecté via la ligne 14 à Paris et devient un aéroport performant pour beaucoup de grandes villes de province. Alors eux, tu le sais, dans leur modèle économique, ce qui est important, c'est la correspondance et c'est les liaisons internationales qui se font depuis Roissy. Et que les vols domestiques, j'imagine que tu considéreras que c'est une bonne nouvelle, que les vols domestiques ont considérablement réduit depuis la crise Covid. On est à moins 15, moins 20%, je crois, de liaisons domestiques, donc de vols nationaux par rapport à la période avant Covid. Ça veut dire que les gens prennent moins l'avion parce que les entreprises déplacent moins leurs cadres, leurs salariés pour des réunions qui se font aujourd'hui en visio, parce qu'il y a aussi sans doute une prise de conscience écologique et c'est très bien. Ça, c'est sûr je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se détournent de l'avion, au moins pour ces vols qui peuvent être remplacés facilement par le train. Mais ce qu'on remarque en tout cas par rapport à cette explosion du train en France, SNCF a jamais vendu autant de billets, c'est que ça se traduit pas forcément en baisse des émissions sur le transport, puisque dans le même temps, l'aérien aussi augmente. Bon, le transport sujet, routier, c'est la route surtout. Ouais, le transport routier est un peu en baisse, mais c'est léger. C'est plus contextuel que des politiques publiques. Le transport routier représente l'écrasante majorité des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là où il faut qu'on réussisse une révolution sur la route. C'est-à-dire transporter peut-être plus de monde parce qu'il y aura plus de kilomètres parcourus, mais dans moins de véhicules et dans des véhicules qui sont décarbonés. Et ça, pour le coup, je pense que la technologie, le digital pour développer le covoiturage ou pour développer les cars express que j'ai promus et le véhicule électrique ou d'autres motorisations d'ailleurs, l'hydrogène aura peut-être sa place, notamment pour les modes les plus lourds. C'est là où on doit faire confiance aussi à la technologie. Et alors, peut-être dernière question, selon toi,
voilà, quel est l'avenir du transport en France, quelles seraient les grandes orientations à prendre justement pour relever un peu tous les défis actuels. Waouh. Tu vas garder le meilleur pour la fin. Moi, je pense que ça évolue très vite et que nos concitoyens évoluent d'ailleurs plus vite que nous. Et c'est normal, hein. Enfin, quand on réfléchit à une infrastructure, que ce soit une route, une voie ferrée, même une piste cyclable, c'est un investissement qu'on fait pour 30 ans, pour 50 ans, voire davantage. Alors que c'est facile, lorsqu'on est chez soi, de changer son mode de transport, de se rendre compte tout d'un coup que c'est débile de prendre sa bagnole pour déposer son gamin à l'école à 1,5 km si on ne va pas travailler en voiture derrière, et que c'est aussi bien à pied ou à vélo. Et donc il y a plein d'habitudes qui changent très vite. Je suis convaincu d'abord que la mobilité va prendre de plus en plus de place. L'histoire de l'humanité, enfin quand tu regardes le premier homme, on est parti du continent africain et on est allé coloniser le monde. Donc il y a cette idée d'aller vers l'autre en permanence qui est intrinsèque à l'histoire humaine et qui est plutôt belle. Je trouve que c'est plutôt une belle histoire. Donc le besoin de mobilité pour moi va aller augmentant. Ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse, et particulièrement dans un pays comme la France, qui a la chance d'avoir des acteurs très importants dans la mobilité, à la fois des constructeurs de routes, les grands majors, des industriels, Alstom, Airbus, des opérateurs, Keolis, SNCF, RATP, qui sont des opérateurs de premier rang. On a vocation, je pense, à inventer des nouvelles mobilités et à accompagner nos concitoyens dans ce mouvement. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur notre capacité à faire face, à trouver de nouveaux chemins. Regarde, le covoiturage, on est champions mondiaux du covoiturage. Et l'Essonne est champion français. On est le premier département en termes de covoiturage. Et, voilà, et ça montre que nos concitoyens, ils sont prêts à faire le changement. Donc moi, voilà, message résolument optimiste. Il ne faut pas qu'on raisonne uniquement avec les lunettes d'avant. Il ne faut pas qu'on raisonne uniquement avec la logique des ingénieurs, des infrastructures, parce qu'on est un pays d'ingénieurs où on a fait les canaux, on a fait les voies ferrées. Il faut qu'on pense plus à l'usage, c'est-à-dire l'infrastructure, c'est une chose, mais derrière, qu'est-ce qu'on met sur cette infrastructure ? Et tu vois, je terminerai vraiment là-dessus. Je pense par exemple que sur le ferroviaire, qui typiquement, c'est peut-être ce qu'Alain Krakowicz a évoqué avec vous dans le podcast, c'est du mass transit, c'est-à-dire qu'on transporte plein de monde. Et c'est pas rentable, c'est pas intelligent s'il y a peu de monde. Eh bien, peut-être que demain, grâce à des nouvelles solutions type Dreezy, on va réussir. Qu'est-ce que c'est Dreezy ? Dreezy, c'est un petit train qui va circuler dans l'est de la France, qui est un véhicule autonome et beaucoup moins coûteux à faire fonctionner et qui va du coup devenir sans doute pas rentable, mais intéressant sur des petites lignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'un TER en dessous de 1500, 2000 passagers par jour, d'un point A à un point B, pas d'intérêt. Ben, peut-être qu'on va pouvoir descendre la maille et donc redonner vie peut-être à des lignes qui sont fermées. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a les règlements le réseau ferré national, il y a plein de choses qu'il faut modifier. Mais la technologie, là, va peut-être permettre de remettre du fer là où il avait disparu, parce qu'on va avoir quelque chose de plus léger, de moins coûteux à construire, de moins coûteux à faire fonctionner, et de plus petite capacité, donc qui va répondre à un usage plus local. Et, voilà une belle promesse. Ok. Et peut-être pour conclure, est-ce que tu penses que les prix du train vont baisser ? C'est une question de volonté politique, et quand je dis politique collective d'ailleurs, ça dépasse... S'il y a une pression de nos concitoyens sur ce sujet, et si on met dans le débat public, on est entre nous, et ça reste entre nous, mais moi j'ai une crainte, c'est que la question sur les péages autoroutiers, il y a quelques collègues élus qui fassent de la démagogie et qui disent gratuité des autoroutes. Je trouve que ça serait dramatique. Parce que cet argent, aujourd'hui, les Français payent 12 milliards pour les autoroutes. On a besoin d'entretenir le réseau, et donc on a besoin d'argent, et l'État n'a plus beaucoup d'argent. Et en plus, cet argent pourrait servir utilement à autre chose. Donc je trouve qu'il faut qu'on ait des débats qui soient très sérieux, où on explique à nos concitoyens, et merci du podcast parce que ça le permet, les grands enjeux, qu'on le fasse avec nuance et modération, en respectant les points de vue de chacun, et qu'on essaie de trouver un chemin. Si demain, un politique, et je peux en être, disait regardez, l'argent qu'on a aujourd'hui, on le répartit différemment. Moi, je pense qu'il faut mettre plus d'argent sur l'ensemble des infrastructures parce que sinon, elles vont se dégrader. Et ça, pour moi, t'as compris que c'était ma position. Mais on va mettre aussi un peu d'argent pour baisser le prix de l'usage collectif par rapport à l'usage individuel et donner un signal à la fois économique et écologique.
pour justement qu'il y ait un récit et que l'écologie ne soit pas les emmerdeurs qui empêchent de tourner en rond. Et ben moi, je trouve qu'on fera le job et je suis persuadé que nos concitoyens ils seraient prêts à le faire, ce choix-là. Donc oui, le prix du train peut baisser. Il peut. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François. Merci. Tolt, exactement. C'était très intéressant et je te remercie effectivement d'avoir parlé avec pas trop de langue de bois, on va dire. Donc, bon, j'espère pas du tout langue de bois. C'était super intéressant. C'était bien d'avoir un point de vue justement de quelqu'un qui connaît un peu les rouages politiques de ces enjeux de mobilité. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner à notre podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.